Imagination Land. Je suis capable de lire dans les pensées depuis que je suis toute petite. Ce n'est pas vraiment comme montré dans les films, cependant. Ce n'est pas écouter une sorte de radio, c'est tellement plus immersif que ça. C'est comme si je vivais les pensées, que j'étais dedans. C'est une expérience passionnante lorsque vous lisez les bonnes pensées. Le problème est justement d'en trouver qui valent le coup. Honnêtement, lire des pensées d'adultes est aussi barbant que de déclarer ses impôts. Les pensées d'enfants, bien au contraire, sont exceptionnelles. Elles ne sont pas encombrées par le travail, le stress et les insatisfactions. L'esprit d'un enfant est rempli d'imagination et d'aventure. C'est pourquoi je suis devenue professeure de maternelle. Je reste assise à mon bureau regardant les enfants colorier. Je souris alors qu'ils griffonnent sur leurs cahiers avec leurs crayons. Je m'approche doucement et je regarde à travers leurs pensées. En un instant, je décolle avec Carlos dans une fusée à travers des galaxies tourbillonnantes. Je visite de lointaines planètes remplies d'extraterrestres ressemblant à des blobs et de martiens à deux têtes. Je souris et je passe à Marcy. Je peux sentir les cannes à sucre et les dragées alors que je suis entraînée dans un véritable monde de sucreries, parsemé d'arbres en chewing-gum et de casquettes de caramel liquide. Marcy joue à la marelle avec un bonhomme de pain d'épices, riant de son petit rire si mélodieux. J'étais sur le point de passer à Thomas quand j'ai senti quelqu'un tirer sur ma robe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu Sarah. C'était une des plus adorables petites filles que je n'avais jamais vues. De beaux cheveux blonds et bouclés, de grands yeux bleus et un sourire radieux. Madame Dupré, j'ai fait ça pour vous. S'était-elle exclamée en me tendant un papier. Je l'ai pris dans mes mains pour voir dessus un dessin me représentant un petit bonhomme, avec au-dessus de la phrase « J'aime Madame Dupré », répété plusieurs fois avec des couleurs différentes. J'adore ton dessin, lui avais-je répondu en la serrant dans mes bras. Sarah n'était dans ma classe que depuis quelques jours, alors que je n'avais pas encore eu l'occasion de lire dans ses pensées, afin d'avoir un aperçu de ses rêves et espoirs. Je me suis approchée et je me suis plongée dans son esprit, et j'ai presque vomi de dégoût. Je m'étouffais alors que j'étais assaillie par des vagues de puanteur, la fétide puanteur de la mort. L'œil de mon esprit était aveuglé par une obscurité qui semblait presque vivante, qui se répandait à travers mon cerveau, cherchant à effacer tout ce qu'elle touchait. Dans le néant, je sentais des tentacules gluantes autour de moi, s'enroulant autour de ma jambe, sur mon visage, appartenant à une bête gigantesque qui semblait à la recherche de nourriture. Puis le silence a été brisé par un affreux tumulte, m'éclatant presque les tympans. Les cris de milliers d'âmes pleurant de désespoir, implorant la libération de la mort. Puis, l'instant d'après, j'étais de retour dans ma classe. J'ai quitté l'esprit de Sarah, espérant qu'elle n'ait pas remarqué mes tremblements. C'est un très beau dessin, Sarah, lui avais-je dit presque en chuchotant. Maintenant, retourne à ton bureau et prépare-toi pour le déjeuner, d'accord? Elle a hoché la tête et sauté vers son bureau. Alors que je la regardais s'en aller, je me suis dit que les pensées d'un enfant sont les choses les plus merveilleuses sur Terre. Mais quelle que soit la chose dans cette robe bleue, ce n'était certainement pas une enfant. Gunpowder Hill. Durant une période de 1946 à 1952, dans une petite ville dans l'ouest de l'Allemagne, les résidents ont entendu ce qui ressemblait à un salut de 6 coups de feu le 15 mars de chaque année. Certains résidents ont fait des voyages fréquents dans les collines environnantes dans l'espoir de trouver la source du bruit, mais en vain. Les habitants de la ville ont nommé la zone Gunpowder Hill. Les enfants de la ville ont même créé une légende à propos de ça, racontant que les soldats qui étaient en ce temps perdus et présumés morts ont été tués dans un massacre et ont été enterrés quelque part dans la colline. Le but du salut de 6 coups de feu était de guider les gens à l'emplacement des hommes. Le 15 mars de chaque année, les enfants se réunissaient au bord de la ville attendant avec impatience que les 6 coups de feu puissent être entendus. À la fin de 1951, les collines à la périphérie de la petite ville allemande ont été examinées pour la future construction d'un site militaire de l'OTAN. La base militaire devait consister d'une série de bunkers souterrains profonds et des provisions d'armes dans le cas où une invasion soviétique serait arrivée. En février 1952, la construction a commencé. Juste 4 semaines plus tard, l'équipage a commencé à creuser un trou de 200 pieds de profondeur, massif pour les futurs stockages souterrains des bunkers. C'est durant ce temps que l'équipage a fait une découverte morbide. Comme ils se sont approchés de la fin de l'opération de creusement, une main humaine a été vue sortant du fond du trou. Lors des examens à venir, on a découvert 27 corps au fond du trou à 200 pieds de profondeur.
vêtus d'uniformes de prisonniers de guerre portés par les Alliés dans des camps de guerre nazis. Un officier de l'OTAN a ordonné que les corps puissent être exhumés immédiatement. L'équipe médicale qui portait les corps n'a pas prêté attention qu'ils étaient remarquablement bien conservés. Par ailleurs, les uniformes des prisonniers de guerre avaient un insigne étrange, qui ne ressemblait à aucun que les hommes avaient vu auparavant. Un cercle orange avec un simple tiret noir au milieu. Cependant, la caractéristique la plus troublante était les visages des hommes qui ont été exhumés. Leurs yeux étaient grands ouverts, et leur bouche était fermée au moyen d'un adhésif inconnu. Les corps ont ensuite été envoyés à la morgue locale pour une identification immédiate et des autopsies. Cette nuit-là, le médecin légiste local a commencé son travail. Toutefois, il avait du mal à se concentrer sur sa tâche. Les yeux du premier homme qu'il devait autopsier semblaient le regarder fixement depuis sa table d'autopsie. Il secouait la tête et juste rationalisait sa vision comme étant le fruit de l'imagination de sa suractivité d'esprit. Le médecin légiste a pris son scalpel et a commencé sa première incision sur la poitrine du corps. Du sang se versait hors de l'incision avec une force stupéfiante. Le médecin légiste s'est éloigné de la table en état de choc. Le liquide rouge a commencé à couler en bas de la table, se déversant sur le sol. Les yeux du corps ont commencé à se mouiller et les traînées de larmes coulaient sur son visage. Soudain, les yeux ont roulé vers la poitrine du corps et l'hémorragie a cessé. Dans l'horreur, le médecin légiste a commencé à courir vers la porte en étant au bord de la nausée. Mais n'ayant pas le temps de jeter un dernier coup d'œil sur les 26 autres corps couchés sur les tables, il ne vit pas que les yeux se tournèrent vers le docteur. Les hommes étaient encore en vie. Cache-cache. Je n'ai jamais voulu d'enfants. Je ne les ai jamais vraiment appréciés. Je ne suis pas à l'aise dans leur présence. Je l'ai toujours dit. J'aime vivre seule. Même quand mon frère en a eu un, il ne m'intéressait pas trop. Bien sûr, j'allais à ses anniversaires, je lui offrais des cadeaux. Il est peut-être vrai que j'ai pu ressentir un certain degré d'affection, mais honnêtement, ça n'allait pas au-delà de ça. Je n'aimais pas vraiment cet enfant et le voir régulièrement n'altérait pas ma décision de ne jamais en avoir. J'ai fait des choix de carrière et d'investissement très intelligents dans ma vingtaine, de sorte que j'étais déjà à la retraite à mes 35 ans. Je faisais quelques missions en tant que consultante dans mon ancienne entreprise, de temps en temps, mais la plupart du temps, j'étais libre. Peut-être que c'est pour cette raison que la vie, le destin, ou comme vous aurez envie de l'appeler, a cru que j'étais prête pour cela. Quand mon frère et sa femme sont morts dans un accident, je me suis retrouvée avec la garde de mon neveu. Sa mère était une orpheline et il n'y avait aucun membre vivant de sa famille du côté de son père. C'était moi. Et vu que j'étais une citoyenne modèle avec une bonne éducation et une excellente situation financière, j'étais le choix évident du système juridique. Bien que je n'aime pas l'idée d'avoir des enfants, étonnamment ce n'était pas si mal. Il y avait beaucoup de problèmes au début, mais je m'y suis habituée. Nous passions la majeure partie du temps à jouer ensemble. Son jeu préféré est le cache-cache. La plupart du temps, je me cache et c'est lui qui vient me chercher. Je le laisse compter et je cherche une place pour m'y cacher. Il peut compter jusqu'à 10 en utilisant ses doigts. On s'amuse beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, il fait des choses qui me dérangent vraiment. Comme il y a 3 jours, quand je l'ai attrapé avec ses doigts à l'intérieur du pot à biscuits une nouvelle fois. Je lui ai répété plusieurs fois de ne pas le faire. Cette fois, je devais le punir. Je n'ai pas aimé le faire, mais on m'a dit qu'il fallait être strict avec les enfants. Il s'en est remis au bout d'un temps. Aujourd'hui, nous jouons à nouveau à son jeu préféré. Je dois aller me cacher rapidement, car aujourd'hui, il ne comptera que jusqu'à 8. Promenade le long du quai. Tôt ce matin, je suis sortie dehors. J'aime bien me promener le long du quai quand il n'y a personne. Il faisait encore un peu nuit et le soleil se levait doucement. Je marchais tranquillement, pensant à ce que j'allais faire aujourd'hui. Plus le jour se montrait, plus je commençais à avoir de promeneurs qui, comme moi, se baladaient pour se réveiller en douceur. J'habite dans un village d'une taille relativement modeste, environ 700 habitants. Alors, je connais la plupart des gens qui viennent le matin sur le quai. Il y a les habitués à qui je dis bonjour quand je les croise. Néanmoins, je ne m'arrête jamais pour les saluer. J'ai horreur de m'interrompre. Et de l'autre côté, on trouve les personnes qui viennent juste de temps en temps. Généralement, j'arrive à mettre un prénom ou à la limite un lien de parenté sur tous les visages que je croise. Mais ce matin, alors que j'étais à mi-chemin, j'ai croisé une personne que je n'avais jamais vue de ma vie. Il descendait le quai contrairement à moi qui montais. Il s'est également retourné.
Et c'est là que je l'ai reconnu, mon oncle, qui habitait le village voisin, mais qui, curieusement, je n'avais pas vu depuis au moins 5 ans. J'étais plutôt contente de le voir, alors je me suis dirigée vers lui. Au début, il n'avait pas l'air de me reconnaître. Alors, quand je me suis trouvée proche de lui, je l'ai salué, lui ai dit mon prénom et je lui ai demandé s'il me reconnaissait. L'expression de son visage, qui était jusque-là un peu vide, est devenue plus amicale. On a parlé un bon quart d'heure. En fait, c'était plutôt moi qui parlais. Il se contentait juste d'acquiescer la plupart du temps. C'était agréable de ne pas se faire interrompre. Mais j'aurais bien aimé qu'il me raconte un peu plus ce qu'il avait fait durant ces 5 ans. À un moment, il a détourné le regard en direction du soleil qui s'élevait presque totalement et m'a dit qu'il devait retourner chez lui. Je lui ai demandé s'il voulait passer chez moi un de ces jours, mais il n'a pas répondu et a continué sa marche de manière un peu plus rapide qu'avant. J'ai continué la mienne également. Et arrivé au bout du quai, j'ai fait demi-tour, puis je suis allée acheter le journal comme chaque matin avant de rentrer. Je le feuilletais tranquillement avec mon café. Rien d'intéressant, comme d'habitude, mais celle des avis d'obsèques. Le nom de mon oncle y figurait.